Dans les sessions précédentes, on a présenté les plugins dans leur globalité. Et on a vu qu'en fonction des cas dans lesquels vous devez être, vous allez être amené à affecter les plugins que vous souhaitez. À ce jour, on va dire la majorité des applications, lorsqu'elles vont générer des événements, donc générer leur journal, qu'on va appeler les logs, le génère sous forme ce qu'on appelle des fichiers plats. Donc, quand on dit un fichier plat, c'est pour dire que la donnée n'est pas structurée, elle n'est pas du tout en XML, elle n'est pas du tout en CSV, elle n'est pas du tout en JSON. Ça, c'est la majorité des logiciels. De plus en plus de logiciels intègrent des options que vous pourrez rajouter pour qu'ils transforment ces fichiers plats en fichiers plutôt structurés. Mais lorsque ce n'est pas possible que le logiciel fasse cette transformation, vous serez donc assez souvent amené à utiliser un plugin de type filtre qui s'appelle le grok. Le grok, c'est un plugin qui va vous permettre à partir d'un fichier plat de pouvoir en générer une donnée de type structuré. Donc si on prend par exemple cette ligne de logs dans lequel on retrouve par exemple à ce niveau une IP, on trouve quel type d'appel a été fait, ce qu'on appelle en général la méthode, c'est du get, ça peut être du post, du put, et à ce niveau on retrouve bien l'URL qui était appelé et bien évidemment le nombre de bits que ça a généré et le temps mis pour le générer. Donc imaginez on a des scénarios dans lesquels on a une ligne de logs comme ça et donc on souhaite donc récupérer ces différentes informations. Et donc, pour ces lignes de logs, on va donc générer un paramétrage qui va ressembler à ça, dans lequel on va dire, ah, à ce niveau, je m'attends en général à avoir une IP. Et donc, je lui dis que le premier champ, c'est du type IP. Et donc, sa valeur, c'est, je lui donne client. Donc, lorsque tu vas trouver une IP, tu l'appelleras client. Lorsque tu vas trouver un mot ici, tu l'appelleras méthode. Quand tu vas trouver une URL, un chemin d'URL, tu l'appelleras request, et à ce niveau, quand tu vas trouver un nombre, tu l'appelleras les bytes, et donc quand tu vas trouver aussi un autre nombre, tu retrouveras la durée. Donc à partir de cette information, vous pouvez déduire les différents champs. Donc ça, la question qui peut se poser, c'est mais comment est-ce que je sais qu'il faut mettre IP, comment est-ce que je sais qu'il faut mettre word? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est de l'habitude. Et donc, comme c'est l'habitude, il y a un certain nombre de champs que vous devez retenir. Les IP, vous allez utiliser assez souvent, puisque en général, lorsqu'on va travailler beaucoup avec les IP, il faut retenir le champ IP. On va travailler beaucoup avec des champs de type Word. Donc, vous travaillez avec du Word. On travaille aussi beaucoup avec les URL. Donc, il faudra retenir. Bien évidemment, il ne faudra pas réciter, mais il faudra être capable d'assimiler. Et donc, pour vous faciliter le travail, il y a un certain nombre d'outils que vous pouvez trouver facilement sur Internet, qui s'appellent des grok debugger, qui vont être plutôt souvent sous cette forme. Vous avez un champ grok et un champ exemple. Donc si on revient sur notre exemple et que je prends cet exemple, je peux le positionner ici. L'avantage d'avoir plusieurs lignes, c'est que vous pouvez prendre carrément tout votre fichier de logs et vous le coller. Ça vous permet de tester si votre configuration fonctionne pour l'ensemble des champs. Et ça vous permettra donc d'adapter aux besoins. Et donc, à ce niveau, je mets mon champ. Et donc, vous avez vu automatiquement à gauche, pour chacun des identifiants que j'ai là, il me dit le client, c'est ça. Et donc, à partir d'un fichier plat, je me retrouve avec une donnée structurée dans laquelle je sais combien de bytes ont été générés, quelle est la durée de l'appel, quelle était l'appel, la méthode qui était utilisée. Et donc, on quitte d'une information qui était non structurée vers une information structurée sur laquelle désormais on peut faire une répartition, quelle est la répartition des méthodes qui sont utilisées, puisque désormais la donnée sur la méthode fait partie d'un champ sur lequel je pourrais faire des recherches. Donc bien évidemment, comme on l'a dit, si vous ne connaissez pas l'IP, vous ne connaissez pas comment ça s'appelle Word, donc sur la plupart de ces outils, vous aurez ce qu'on va appeler les pattern repository, donc vous pouvez l'ouvrir et donc vous aurez des fichiers comme ça. Dès que vous installez Logstash, il vient avec déjà un certain nombre de fichiers. C'est par exemple le cas du fichier grokpattern. Mais si vous êtes par exemple en train de travailler avec du HTTP, vous pouvez décider de télécharger le fichier de HTTP
le donner en paramètre de votre configuration Grok. Et donc, désormais, vous pourrez donc rajouter ce genre d'informations. Et donc, log/, quand vous allez lui rajouter ce paramètre, il saura que c'est cette configuration que je dois appliquer. Mais si vous voulez les configurations qui sont d'office dans log/, dans l'input de Grok, vous avez le Grok pattern. Et donc, si vous retrouvez bien notre élément qui s'appelait word, vous retrouvez, si on recherche, on doit pouvoir retrouver notre élément qui s'appelle IP. Donc, IP est bien là. Et donc, lorsqu'on regarde IP, on se rend compte que IP en réalité n'est qu'une référence à deux éléments. Donc, lorsqu'on fait IP, Grok va vérifier est-ce que c'est une IP V6 ou une IP V4. Donc, c'est pour ça qu'il est recommandé de faire du IP. Ça permet que si c'est du V4 ou du V6, il le découvrira. Alors que si vous mettez en du IPv4 et que votre client utilise plutôt de l'IPv6, vous aurez une erreur. Donc en général, c'est pour ça qu'on utilise l'IP. Et donc c'est comme ça que vous pouvez retrouver les différents champs à utiliser qui sont là. Et donc vous pourrez les utiliser dans vos configurations. Pour ceux qui ont déjà une console Elasticsearch, ce qui sera notre cas en fin de session, vous avez dans ce qu'on va appeler le DevTools. Dans Elasticsearch, vous aurez un menu qui s'appelle le DevTools. Et dans le DevTools, vous aurez un onglet dans lequel vous pouvez aussi directement tester vos patterns. Si vous ne voulez pas passer par des outils sur Internet pour tester les patterns, vous pourrez aussi, après avoir installé votre cluster Elasticsearch, aller dans le DevTools qu'on verra plus tard pour pouvoir tester vos patterns. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez tester vos patterns pour que Elasticsearch puisse identifier vos différents champs. Donc, assez souvent, vous allez utiliser du Grok et donc, vous allez lui fournir des paramètres. Et donc, vous lui direz, par exemple, au niveau de l'identification, tu vas cibler le champ qui va s'appeler message. Et quand tu vas trouver le champ message, vous lui mettez donc le pattern que vous souhaitez qu'il applique. Et c'est comme ça qu'il lira votre pattern pour identifier les différents champs. Une chose aussi très importante, c'est que lorsqu'on travaille avec des fichiers de logs, on va souvent être dans les scénarios où, au lieu d'avoir un seul modèle de message de log, ça peut être où vous avez configuré au niveau de votre instance Apache plusieurs virtual hosts et chaque virtual host a son log format. Et donc, dans un virtual host, vous pouvez décider que vous ne souhaitez pas disposer. Vous avez retiré par exemple la méthode et donc vous voyez ce qui va se passer dans Grok, c'est que vous aurez une erreur parce qu'il va vous dire ah, moi je m'attendais à avoir une méthode et je ne l'ai pas. Et donc ce qui est possible aussi c'est dans Logstash, c'est que vous pourrez faire plusieurs patterns et donc vous pourrez enchaîner plusieurs patterns et donc vous dites que quand tu rentres dans le filtre, tu commences d'abord par me faire le filtre le plus général, ça c'est le cas. Il faut déjà savoir lequel des filtres est le plus utilisé. Vous le mettez en premier. Et là, Logstash, lorsqu'il le traite, vous dites donc dans la config que dès que tu trouves un filtre qui match, tu ne fais plus les autres filtres. Sinon, Logstash va essayer d'entrer dans l'ensemble des filtres. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on verra en TP. Et donc, dans votre configuration, vous pourrez lui donner plusieurs matchs dans lesquels vous dites, tu commences par ce filtre, et ensuite tu passes à ce filtre, et ensuite tu passes à ce filtre. Et comme je vous ai dit, vous pouvez construire vos propres patterns Grok, et en ce moment, il faudra le fournir un fichier dans lequel vous ferez les équivalences. Comme c'est le cas ici, vous avez défini un pattern D, et donc il va les regarder dans ce dossier-là, et s'il trouve des fichiers, il va les importer pour pouvoir identifier de nouveaux patterns. C'est le cas, comme je vous ai dit, si vous voulez par exemple travailler avec du PostgreSQL, vous pouvez importer le fichier PostgreSQL pour pouvoir disposer du pattern PostgreSQL. Ça vous évite de reconstruire le pattern de zéro. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez utiliser le filtre Grok pour traiter des fichiers qui vont être de type fichier plat.